Bienvenue dans les activités de cette semaine du 4 mars 2024. On se retrouve encore cette semaine pour discuter d'animation sous toutes ses formes. Et cette semaine, la programmation de l'émission, c'est du feel good. C'est des bonnes nouvelles, des séries qui sortent, des films à venir et des festivals aux programmations intéressantes. Alors, allongez-vous confortablement et on démarre. Pour commencer les actualités, on va parler de séries avec la ressortie sur la plateforme France TV Slash du Collège Noir, Complainte d'Auvergne, de Ulysse Malassagne. C'est une série de fantastique et d'horreur française qui était sortie en octobre dernier, pour Halloween évidemment, sur la plateforme ADN, mais qui a le droit à une ressortie sur la plateforme Elle gratuite et accessible de France TV Slash. Le Collège Noir, c'est à la base une bande dessinée de Ulysse Malassagne qui raconte comment un groupe d'amis se retrouve mélangé à des histoires de sorcellerie et d'horreur dans la campagne auvergnate, et le studio français La Cachette a permis à cette histoire de prendre une nouvelle envergure sous la forme d'une série de 6 épisodes, extrêmement bien animés, et qui est un des rares exemples français d'une série d'épouvante avec une telle qualité graphique. Alors si vous n'avez pas eu l'occasion de la voir jusqu'ici, c'est le bon moment pour aller la voir, ça se regarde très bien une soirée, et c'est vraiment une des petites gemmes de cette année 2023 en animation. C'est l'occasion aussi de vous dire que la plateforme ADN qui avait publié le Collège Noir en premier a atteint, selon Écran Total, les 335 000 abonnés. Un succès grandissant pour cette plateforme de streaming qui a profité à la fois de la fin de la plateforme d'animation japonaise Wakanim, avec laquelle elle partageait beaucoup de catalogues, et sa nouvelle identité de plateforme d'animation ado-adulte qui commence à faire son effet sur le public. En parlant d'animation ado-adulte japonaise, c'est l'autre grande plateforme de distribution de l'animation japonaise, Crunchyroll, qui a remis ses Crunchyroll Anime Awards, récompensant certaines parties de l'animation japonaise. Alors contrairement à de nombreux prix dont je parle ici, ce sont des prix qui sont ici donnés par des votes du public, donc beaucoup plus sensibles à des votes de popularité plutôt que des réflexions profondes sur la nature du média, mais c'est quand même un bel aperçu de comment le public adolescent rentre en contact avec la création japonaise d'animation. Les grands animés de l'année, ce sont évidemment la saison 2 de Jujutsu Kaisen, une grande adaptation de série d'action à l'animation extrêmement impressionnante qui a beaucoup marqué cette année, fait par le studio MAPPA, et la meilleure création originale a été rendue à Buddy Daddies, une comédie d'espionnage qui détourne les codes du genre policier. Pour la meilleure animation, c'est la série Kimetsu no Yaiba Demon Slayer qui remporte le prix avec ses scènes d'action et de FX absolument inégalées encore actuellement. Les prix des meilleures nouveautés sont donnés à Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen saison 2, Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, la série mi-comique mi-musique Bocchi the Rock, qui avait beaucoup frappé pour ses animations un peu chic-post que j'ai beaucoup apprécié. Côté musique et générique, c'est Jujutsu Kaisen qui a aussi le prix pour le meilleur opening et le meilleur ending, générique de fin et de début. La meilleure bande originale a été donnée à la dernière saison de l'Attaque des Titans, et la meilleure chanson d'animé à Oshinoko, une série sur la culture des idoles des chanteuses japonaises, donc le prix est tout à fait approprié. Le prix du meilleur long métrage est rendu à Suzume de Makoto Shinkai. On a des prix pour des personnages marquants avec Monkey D. Luffy, personnage principal de One Piece, meilleur personnage secondaire pour Satoru Gojo de Jujutsu Kaisen encore, et personnage le plus attachant pour Anya Forger, petite fille adoptée dans l'histoire de l'espionnage comique Spy X Family. Et dans les prix de genre, c'est encore les séries dominantes qui sont récompensées avec Jujutsu Kaisen pour la meilleure série d'action, Spy X Family pour la meilleure comédie, L'Attaque des Titans saison finale pour le meilleur drame, Demon Slayer pour la meilleure fantasy, et Oriyama The Missing Pieces pour la meilleure romance. C'est intéressant de voir comment les prix d'une telle plateforme sont différents des prix institutionnels, mettant en avant par exemple les génériques, et triant les œuvres par genre plutôt que par public. C'est des spécificités qui viennent de la distribution de l'animation japonaise qui est beaucoup passée par le piratage et la diffusion en ligne, rendant sa consommation plus proche des œuvres internet, avec des communautés de fans très présentes qui s'approprient les œuvres beaucoup plus. En tout cas, l'animation japonaise d'action a encore de beaux jours devant elle, comme le prouvent les nombreux prix donnés aux séries d'action sorties cette année. Quittons le Japon pour partir en Amérique avec 2 très bonnes nouvelles sur le milieu de l'emploi local. Au Canada, c'est le grand studio DNEG Double Negative, studio derrière de grandes prestations de VFX pour des grandes productions hollywoodiennes, qui va enfin avoir une reconnaissance syndicale en son sein, avec le syndicat IATSE qui arrive à s'imposer à l'intérieur de l'entreprise, et aux États-Unis, c'est The Animation Guild qui annonce avoir signé un accord très positif pour les travailleuses de l'entreprise Nickelodeon. C'est un accord qui revalorise les métiers les moins bien payés et qui concerne à la fois les travailleuses de la 2D, de la 3D, mais aussi de la production. Je me réjouis donc de ces 2 bonnes nouvelles dans le milieu syndical américain. Pour enchaîner, on va maintenant parler de financement participatif et de web-séries. J'avais parlé il y a quelques semaines de ça, des abus qu'il pouvait y avoir autour du financement participatif liés au haut coût de l'animation, et je voulais contrebalancer cet avis en vous parlant cette semaine de tous les projets réussis et positifs qui avaient été financés totalement ou partiellement par des financements participatifs en ligne.
La très bonne nouvelle de cette semaine, c'est qu'un pilote TV américain a été financé entièrement pour la série Wheels and Roses, des roues et des roses. C'est une série américaine développée à Los Angeles, dédiée au personnage de Sarah, une jeune fille qui veut rejoindre l'équipe nationale de roller derby magique, dans une série qui mélange à la fois pratique sportive et fantasy. C'est une série qui reprend à la fois les codes visuels et scénaristiques des séries de Magical Girl japonaises, mais avec également un désir d'inclusivité en ayant de nombreux personnages racisés et issus des communautés LGBTQ+. Les séries de Magical Girl ont souvent été des séries porteuses de transgressions sur les identités de genre et l'orientation sexuelle, et c'est très beau de voir la production moderne qui continue encore et encore à renouveler les formes en utilisant ce moyen-là. En France, on a eu Miraculous Ladybug, aux États-Unis Steven Universe, et maintenant encore une nouvelle série qui pousse les représentations vers l'avant. Soutenu par de nombreux fans convaincus, a ainsi réuni plus de 100 000 $ pour son pilote restant encore à produire. On souhaite un bel avenir à cette série. Cette somme de 100 000 $, elle est très impressionnante, mais il faut prendre en recul que depuis quelques années, l'animation sur le web et le financement participatif sont vraiment en grande croissance. On a eu cette année 3 projets extrêmement marquants. The Amazing Digital Circus en premier lieu, qui est une création récente du studio Glitch Productions, un studio qui se produit uniquement sur internet et dont le pilote de série a rassemblé plus de 200 millions de vues sur YouTube. L'équipe derrière la série a annoncé récemment produire 9 nouveaux épisodes pour compléter ce pilote en une saison complète. Tout cela, c'est possible grâce à la vente de merchandising, le financement participatif et la publicité sur YouTube, où le studio a une chaîne très productive. Et dans leur communication, les réalisateurs derrière la série ont précisé vouloir complètement s'absoudre du système traditionnel de la série télé ou des plateformes de streaming propriétaires, et continuer la publication directement au plus près de leur public, c'est-à-dire sur YouTube, et c'est quelque chose qui me fait très plaisir d'entendre. Des pilotes de séries web à grand succès, on en a eu un autre cette année avec Lackadaisy, qui avait financé à hauteur de 300 000 $ son épisode pilote, et qui, suite à son succès, a réussi à réunir 2 millions de $ supplémentaires pour financer l'entièreté de la saison, là aussi soutenu par une communauté de fans, entretenue depuis des années avec la publication du webcomic, et dont le suivi se concrétise actuellement par des sommes permettant de produire une série d'animation entière, ce qui est absolument incroyable. L'exemple qu'on n'a pas pu éviter cette année, c'est le très grand succès des séries de Vivi Pops, aka Vivienne Medrano et son studio Spindle Horse, qui produisent en même temps sur le web indépendant et avec des structures plus traditionnelles. Vivi Pop, elle est derrière la série I Love a Boss, qu'elle développe sur YouTube et qui en est sa 2e saison. Mais son autre série à succès, c'est Has Been Hotel, en 2 saisons également, produit par Amazon Prime et le studio américain A24, et qui va être une des séries iconiques de l'animation web pour les années à venir. J'ai appris en faisant un petit peu plus de recherche actuellement que le pilote de la série en français avait atteint les plus de 6 millions de vues, preuve que même dans le public français, cette réalisatrice a un grand public parmi la jeunesse. Et maintenant, il nous faut donc parler de l'importance du financement participatif dans la production d'animation française. Et si les sommes ne sont pas aussi importantes qu'avec un public anglophone, on a quand même des exemples très intéressants de sommes importantes réunies pour soutenir telle ou telle partie de la production d'animation française. Le financement participatif peut ainsi financer des parties secondaires du film, comme la fabrication d'un making-of pour le long-métrage Mars Express, une version de doublage en français pour le film japonais Promare, une sortie de DVD, l'accompagnement d'un événement avec les 20 ans du Valence Scénario, ou bien financer les déplacements de l'équipe ou la distribution d'un film avec par exemple le récent film étudiant Boom qui avait collecté plus de 3 000 € pour assurer sa diffusion auprès du public des Oscars aux États-Unis, auquel il est actuellement sélectionné. Des projets d'animation importants qui sont servis du financement participatif, c'est par exemple la collection de poèmes de France Télévisions et de Tant Mieux Prod en sortant de l'école qui, en 2014, au tout début de la collection, et pour soutenir ce programme encore naissant, s'est desservi du financement participatif sur KissKissBankBank pour réunir plus de 18 000 € qui vont ainsi encourager la production de la jeunesse française. Le studio Animalps avait aussi réussi à financer un pilote de série télévisée, Barbara, à hauteur de 6 000 €. Et plus récemment, le court-métrage de Denis Do, La forêt de Mademoiselle Tang, sélectionné à de plusieurs occasions dans les festivals français, avait réussi à réunir plus de 35 000 € auprès de la communauté Tichou, communauté qui était le sujet principal du film de Denis Do, et qui était notamment entièrement doublée par des personnes Tichou, une langue parlée dans certaines régions de la Chine. Pour finir, même si le financement participatif est souvent utilisé pour une étape précise de la production, on commence à voir apparaître de nouveaux modèles, comme par exemple la récente série de la quête des Williams chez Andata Pictures qui
qui est accompagné d'une page Patreon, une page de financement continu où à la fin de chaque mois, le studio va toucher de l'argent et en contrepartie donnera du contenu de la série aux fans sous la forme d'illustrations, d'échanges avec les équipes créatives et de petits éléments en avant-première. Il est important de préciser que s'il peut y avoir tout de même de temps en temps des débordements avec la manière de pratiquer le financement participatif, toutes les plateformes sont aussi devenues des grands outils de communication pour centraliser une communauté de fans ou de personnes intéressées et limiter les intermédiaires entre le public et les studios de fabrication, et qu'idéalement il peut permettre de limiter les soucis de distribution que rencontrent de très nombreux artistes pour faire parvenir leur œuvre à un public large. Et sur ces bons mots, ce sera tout pour les bons côtés du financement participatif en animation. Mais on va encore un tout petit peu parler de financement car la SACD a annoncé le lancement de son 3e fonds de création et de diversité, une aide allant jusqu'à 80 000 € pour l'aide à l'écriture d'une série originale. Cette année, les thèmes ont été donnés. Les séries doivent cibler un public jeune adulte de 18 à 29 ans, doivent utiliser le format de la série à suspense, être contenues dans une saison complète et présenter des épisodes feuilletonnants, dont les épisodes doivent durer plus de 20 minutes. Il y a très peu de projets d'animation qui pourraient rentrer dans ces cases-là, mais j'avais quand même envie de vous le partager. Après cela, on va pouvoir rentrer dans la partie événementielle de la semaine. Et cette semaine, il y a un très gros événement qui est le Cartoon Movie, un des plus grands rassemblements européens de financement et de pitch de projets de long métrage d'animation. Si vous voulez monter un projet de film d'animation en France ou en Europe, c'est vraiment the place to be, et plus de 70 projets de long métrage d'animation y seront présentés dans les prochains jours. Ça se passe à Bordeaux du 5 au 7 mars prochain, et des projets à différentes étapes de production y seront, en concept, en développement ou en phase de diffusion. L'autre festival que j'ai évoqué la semaine dernière et dont j'aimerais particulièrement faire la promotion est le festival autrichien Tricky Women Tricky Realities, un festival dédié uniquement à l'animation créé par des réalisatrices et des réalisatrices. Ce choix de programmation en non-mixité de genre, il permet d'avoir des toutes nouvelles perspectives sur l'animation en Europe, avec des projets nettement plus politiques, mais aussi plus expérimentaux, et présentant toute une nouvelle vague de créatrices. Cette programmation de festival, elle se fait aussi en contraste avec tout le reste de la programmation des autres festivals européens, où encore et toujours, les réalisateurs hommes sont très surreprésentés, à la fois dans les projets financés, mais aussi dans la place qu'on leur laisse par rapport au public, puisque effectivement, si on ne laisse pas vivre les films des réalisatrices et des réalisatrices, leur carrière s'en retrouve grandement amoindrie, et je ne peux que féliciter le festival Tricky Women et Tricky Realities de mener ce combat de la visibilité. Si le festival en physique se passe en Autriche, vous pouvez aussi assister de manière dématérialisée en prenant un abonnement directement sur le site de Tricky Women Tricky Realities et assister aux programmations en ligne. L'autre festival de la semaine, c'est un festival plus facile d'accès car il se passe à Angoulême. C'est le FIFCA, le Festival international du film court d'Angoulême, qui a lieu du 7 au 10 mars prochain et qui rassemblera un très large éventail de films d'animation ou non, célébrant notamment les créations locales. Et à Angoulême, les studios et les écoles d'animation, ce n'est pas ce qui manque. Tout ça, ça se passe au cinéma de la Cité, et si vous habitez sur Angoulême ou avoisinant, ça peut être une belle occasion. N'hésitez pas à aller assister à une de ces belles séances. Pour finir, je voulais faire une mention au projet de série À notre santé mentale, porté par la réalisatrice Marilyn Sun, qui est actuellement en cours de collecte d'informations pour lancer ses phases d'écriture. À notre santé mentale, c'est une série semi-documentaire mi-fiction en cours de développement, et qui est créée pour parler des sujets des troubles mentaux aux adolescents et adolescentes. Projet qui a vocation à prendre la personne déconcernée et la porter au plus grand public possible et aux personnes les plus vulnérables. Et ça, c'est une mission que je tiens vraiment à saluer. La question de la santé mentale est quelque chose qui est beaucoup invisibilisé et très peu discuté dans la société, mais même dans nos milieux artistiques, où on a tendance à ne pas qualifier les choses, ce qui n'aide pas les personnes ayant des troubles mentaux à se reconnaître dans nos personnages ou à trouver leur place dans la société. Et donc je suis très content qu'une telle série essaie d'apporter de la visibilité sur ce genre de sujet. Si vous voulez soutenir cette série, je vous encourage à aller consulter la page Instagram @à notre santé mentale, où les étapes d'écriture sont explicitées par la réalisatrice et où vous pouvez trouver un formulaire lui permettant d'entrer en contact avec elle, mais aussi d'apporter vos attentes et vos témoignages sur ces questions. Pour continuer cette émission avec d'autres perspectives enthousiasmantes, je vais vous parler, dans les belles images de ce soir, de la production de long métrage que j'attends avec impatience. Alors aujourd'hui, on oublie tout sens de l'objectivité et on parle juste des projets qui me parlent à moi. Le premier projet recensé par Écran Total qui a piqué mon intérêt, c'est Le Dernier des Cailloux, un projet de long métrage par Caroline Cherrier. C'est l'histoire de Firmin, un jeune garçon de 11 ans qui vient vivre avec sa grand-mère sur le littoral, et de la relation qu'il va nouer avec Dana, le monstre de la mer qui habite à côté de ce phare. Ce qui me plaît beaucoup dans ce projet qui va explorer à la fois les relations familiales, le rapport à la nature, mais aussi le rapport au fantastique,
c'est son ambiance générale, posée par des décors traditionnels extrêmement réussis, et une ambiance de mer très bien posée dans les premières images qui avaient été diffusées au Cartoon Movie il y a 3 ans de cela. Autre projet que je vais évoquer plus rapidement, car déjà mentionné, mais dont j'aimerais faire mention à nouveau, c'est le projet L'Ours et l'Ermite, adapté du roman de Quentin Blake. C'est réalisé par Marine Blin. On y retrouve beaucoup le trait, les couleurs et l'humour de Quentin Blake dans cette histoire très décalée où on rencontre un vieil homme vivant en ermite et l'ours mal dégrossi qui vient habiter avec lui en colocation. Les premières images avaient été diffusées au Cartoon Movie 2023. Elles étaient particulièrement charmantes et fidèles à l'œuvre originale, et j'ai très hâte d'en voir plus. Autre projet intrigant par Jeanne Hirsianski chez Gaoshan Pictures, c'est Le Gardien de Feu, qui suit l'histoire d'un jeune garçon, Slimane, qui doit réussir à trouver sa place dans ce monde meurtri. Ce sera dans une animation 2D assez bien sentie, avec des décors désertiques assez charmants. J'aimerais en savoir plus sur le projet, mais le peu que j'en ai vu m'a déjà bien intrigué. Autre production intrigante, c'est Séraphine de Sarah Vandenboom, un long métrage en animation stop motion qui se passe à Paris, Cocorico, en 1983 à Montmartre. On y suit Séraphine, une jeune fille en quête de son passé et qui cherche le secret de ses origines. Là aussi, les premières images étaient très convaincantes et avaient l'air de vouloir porter un propos social, en parlant notamment de la précarité des enfants orphelins dans le Paris de ces années-là. C'est un projet qui est porté par Little Big Story, TNZPV Productions et JPL Film, et qui est actuellement en cours de production, donc on devra en entendre parler à nouveau très bientôt. Autre projet dont c'est le sujet qui m'a beaucoup plu, c'est Suzanne de Joël Osterlink et Anaïs Cora, un film historique sur une femme trop peu connue, Suzanne Noël, qui était une activiste du début de siècle, à qui on doit notamment les plus grandes évolutions sur la chirurgie esthétique. Elle a œuvré toute sa vie pour les droits des femmes, mais a aussi développé les bases de la chirurgie réparatrice pour permettre aux personnes victimes de la guerre de retrouver une apparence désirable. C'est porté par deux réalisatrices qui ont bien pointé leur intention d'un biopic féministe pour valoriser une figure historique féminine trop peu connue. Et tout cela, c'est porté par le graphisme de Anaïs Cora, à qui on devait la série Eugène, qui mélange de l'image photographique, des aplats de couleurs proches du film noir et une reconstitution méthodique de l'époque. Ça fait très plaisir de voir un film avec un tel sujet et surtout porté avec un sérieux qui me plaît beaucoup, qui n'a pas l'air de vouloir passer à côté de la dureté de la vie de cette femme et de l'époque, ni d'arrondir les angles, et c'est quelque chose de très saluable, tant l'animation de documentaire peut être utilisée pour simplifier les choses et les dépolitiser. Et le dernier projet dont je vous parlais ce soir, c'est Conte des Nanitos, de Mathis Gonzalez Jordan. C'est un projet que j'avais repéré au Cartoon Movie 2023, et qui va être coproduit en France par le studio Iki Films. Le pitch est assez étrange, on y suit Kiki, une jeune femme qui entreprend un voyage karmique pour se réconcilier avec ses ancêtres, avec pour but de détruire la malédiction qui touche sa famille, car son grand-père était un dictateur bolivien. Les quelques images qui circulent actuellement sont très enthousiasmantes pour quelqu'un qui a mes goûts. C'est une animation au trait très économique, mais qui part très facilement dans le poétique, le surréaliste, et dans son traitement onirique du trauma et de la malédiction. Et je suis vraiment très curieux de voir la direction finale que le film va prendre, car en plus de l'animation 2D, il comptait utiliser la 3D et la stop motion pour illustrer d'autres passages. J'attends de voir toute la créativité qui peut se libérer avec un pitch pareil, et j'espère que le projet pourra voir le jour. Ce sera tout pour les belles images coup de cœur. Je ne justifierai pas mes choix plus que ça, mais je me réjouis que parmi la centaine de projets de long métrage actuellement en développement, il y en ait autant qui me donnent envie. La création française a de beaux jours devant elle, et j'espère que ça va continuer. Et on va glisser doucement vers la fin de l'émission avec les sorties en salle de cette semaine. Seule sortie du moment, Blue Giant de Yuzuru Tachikawa, un film japonais de 2 heures sur la vie de Dai Miyamoto, un jeune homme passionné par le jazz, et qui va tout abandonner pour vivre sa passion pleinement. Il va ainsi quitter sa ville natale, s'installer à Tokyo, y rencontrer un pianiste un peu trop élitiste et un batteur en tout début de carrière. Lui, il est saxophoniste et absolument passionné par la pratique du jazz, et veut même devenir une star avant ses 20 ans. Ce qui est trop bien avec Blue Giant, c'est que ça parle très bien de la création artistique, à quel point elle peut être intense, envahissante et guider nos pas dans la vie. Et c'est aussi une vision très positive de l'art, où même si la compétitivité existe, elle est là pour entretenir une pratique artistique et un dépassement de soi, plutôt que de minimiser la création des autres. Et c'est aussi un film sur la musique qui assume pleinement son côté musical, avec des très longues séquences de concerts où la synesthésie est mise en avant, plutôt qu'une narration trop envahissante avec des twists dans tous les sens. Et après l'avoir vu à Annecy, j'avoue que c'est un des films qui est le plus resté en tête de cette année. Et c'est sur cette note de fin qu'on va se quitter.
Et en attendant de voir celles que vous allez créer vous, je vous dis, voyez des bonnes choses, parlez des bonnes choses, et surtout créez des bonnes choses pour que moi je puisse en parler ici. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao ciao!